Bienvenue dans Les Résilientes, le podcast qui réchauffe le cœur et éveille l'espoir. Ici Caroline Lepeinteur du blog Ma Belle Santé. Ex-Pondy Warrior, je suis naturopathe, coach et je vous accompagne au travers de ce podcast dans l'univers de la résilience. Que ce soit lors d'échanges inspirants avec des guerrières ou d'exploration de thèmes essentiels en solo. Car ici, dans Les Résilientes, nous croyons en la capacité de chacune à trouver la lumière au bout du tunnel, à prendre en main sa santé de manière naturelle et à se réinventer malgré la maladie. Préparez-vous à être inspiré, à ressortir plein d'élan, de positivité et à puiser dans votre propre force intérieure pour devenir plus forte que la maladie. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je suis particulièrement heureuse car j'accueille une consoeur très inspirante qui s'appelle Laurane. Bienvenue à toi, Laurane. Merci. Et ce qui rend cet épisode vraiment spécial, c'est que Laurane et moi partageons bien plus que nos métiers respectifs de naturopathe, nutrithérapeute et coach de santé. On a vraiment un lien profond. On a toutes les deux été diagnostiquées avec la spondylarthrite ankylosante, une épreuve qui a façonné considérablement nos parcours de manière significative. Et ce qui rend notre histoire encore plus inspirante, c'est que nous avons trouvé le chemin de la rémission et on vit désormais sans symptômes grâce à une approche naturelle et intégrative. Donc aujourd'hui, Laurane est ici pour partager son expérience, sa passion pour la santé holistique et comment elle a transformé ses défis en une source de motivation pour aider les autres. Laurane, c'est un honneur de t'avoir ici sur le podcast Les Résilientes. Et c'est un honneur pour moi d'être sur le podcast Les Résilientes aussi. Est-ce que tu veux bien te présenter avec tes mots pour les gens qui ne te connaissent pas? Oui. Alors, je m'appelle Laurane Chemanda. Je suis donc nutrithérapeute. Je suis basée aux États-Unis. J'ai fait mes études là-bas et je travaille d'ici, des États-Unis, mais je vois des personnes partout dans le monde, notamment en France, en Europe et aux États-Unis. J'ai été diagnostiquée d'une spondylarthrite en 2015. J'ai un doute d'un coup. Non, je suis tombée malade en 2014 et j'ai été diagnostiquée en 2015. Et pour moi, ça a été un vrai changement et à 360 et un deuil complet à faire sur ma vie d'avant parce que ma spondylarthrite était très violente et très soudaine. Et donc, j'ai passé la première année au lit, à plus pouvoir travailler. J'étais en marketing à l'époque. Euh, pour ensuite, bon, voilà, mon parcours, j'imagine que tu vas me poser quelques questions sur mon parcours, mais pour ensuite retrouver la santé plus tard. Mais voilà où j'en suis. Donc, techniquement, je suis toujours diagnostiquée d'une spondylarthrite, mais je vis depuis plus de 4 ans, même plus de 4 ans et demi, en totale rémission, sans médicaments quelconques, sans symptômes, sans douleur. Et ce, grâce à un changement de vie, changement d'alimentation et être plus en équilibre avec moi-même. Voilà. En tout cas, je suis très heureuse que tu puisses être ici et qu'on puisse échanger ensemble parce que tu sais, avant, ça fait quelques années que je partage sur les réseaux sociaux mon parcours avec la spondie, mais je me sentais vraiment seule, isolée. Mhm. Et je me posais des questions euh, sur justement cette rémission de la spondie. Est-ce que je suis la seule à avoir vécu ça? Et en fait, c'est vraiment depuis, tu m'as contactée il y a un an, c'est Mhm. vraiment une source tellement optimiste et positive pour les personnes qui sont justement, qui cohabitent avec cette spondie, de voir, d'entendre ces témoignages. C'est tellement inspirant et ça montre que c'est possible d'aller mieux, Mhm. malgré ce type de maladie auto-immune qui est considéré par le corps allopathique comme incurable. En tout Ouais. cas, euh, il est difficile pour la médecine de reconnaître que c'est possible de faire autrement que par la voie médicamenteuse, Mhm. d'être beaucoup mieux en fait, de pouvoir trouver Mhm. d'autres solutions pour améliorer son bien-être. Ouais. Est-ce que tu peux juste me dire qui tu étais avant la spondie? Parce que certainement que tu as changé avec ce parcours de rémission. Moi, c'est ce qui s'est Ouais. produit. En tout cas, je suis pas du tout, je suis plus du tout la même personne.
Alors, qui étais-tu? Je tiens juste à dire par rapport à ce que tu viens de me dire juste avant, et après je te réponds à ta question. Mhm. C'est que c'est vrai que je peux comprendre ton point de vue. Et moi, quand j'ai voulu commencer, donc moi, j'étais aux États-Unis et je le suis toujours. Et si j'ai retrouvé la rémission, c'est vraiment grâce au fait que j'ai déménagé aux États-Unis et que je sois tombée un peu dans ce milieu et ce monde de médecine fonctionnelle et de nutrition fonctionnelle. Et, en fait, et ce monde est est très grand, bon, et relativement petit par rapport à la population américaine, mais je veux dire, cette communauté et ce milieu est très développé depuis beaucoup d'années et il y a énormément de recherches qui sont faites autour de toute cette approche. Pour les maladies auto-immunes, il y a énormément de médecins fonctionnels, il y a des coachs de santé, il y a plein de choses. La communauté est vraiment très grande aux États-Unis. Donc moi, je me suis pas du tout sentie seule. Au contraire, moi, je suis tombée là-dedans, j'ai découvert, je me suis guérie et puis ensuite, j'ai commencé des études là-dedans et donc je suis dans ce milieu. Et quand j'ai voulu me rediriger vers la France et que je me suis dit, mais attends, mais si j'étais pas rentrée aux US, enfin si j'avais pas déménagé aux États-Unis, où est-ce que j'en serais aujourd'hui? Est-ce que vraiment j'aurais trouvé la rémission? Je suis pas si sûre. Et je me suis tournée vers la France et j'ai eu envie de plus monter un projet, que j'ai monté un projet depuis en France, qui s'appelle Bien-être auto-immune. Et j'ai regardé, je me suis dit, mais en fait, il y a très peu de communication autour de ça. Et je suis tombée sur ton compte Insta, à faire des milliards de recherches sur Instagram. Et donc, il y a beaucoup de comptes de Spondy, hein. Il y en a pas mal de comptes français, mais pas qui ont l'approche que tu as, déjà pas qui ont le métier que tu as. Généralement, ce sont des personnes qui partagent leur expérience. Et quand je suis tombée sur toi, je me suis dit, rien que d'y penser, là, ça me donne la chair de poule parce que je me suis dit, mon Dieu, en fait, enfin une lueur d'espoir et il y a quelqu'un qui a vécu quelque chose de très similaire, mais en restant en France. Et donc, ça m'a vraiment donné plus d'espoir pour la communauté française et de voir qu'il y a un début de commencement, d'ouverture à cette approche en France. Et donc, ça m'a donné encore plus envie de travailler là-dessus et de communiquer là-dessus auprès de la communauté française. Donc, voilà, je tiens à te dire que moi, j'étais vraiment très, très, très heureuse de faire ta connaissance. Mais c'est vrai que cette communauté est très vaste aux États-Unis et ne fait que commencer en France, malheureusement. Oui, il y a vraiment un retard sur en tout cas dans plein de domaines, mais c'est vrai Ouais. qu'en médecine, il y a un réel retard sur les États-Unis, enfin par rapport à ce qu'on vit en France. Mais, euh, mais oui, je te rejoins totalement. C'est vrai que c'est rare de voir des parcours, on va dire, inspirants en France pour ce type Mhm, de pathologie. mhm. Donc, mais Bah en tout oui, au cas, final, ça... tu es quand même très avant-gardiste sur ce terrain français, quoi. Donc bravo. Mais merci beaucoup en tout cas. J'ai des petits frissons. Ouh! Et du coup, Donc, oui, pour alors qui répondre à ta étais-tu? question, je sais pas si j'ai envie de rentrer trop dans des détails parce que ça me fait même peur d'en parler, mais j'étais une personne complètement différente et quand j'ai rencontré des nouvelles personnes aux États-Unis depuis, parce on a déménagé avant on était à New York, maintenant on est à San Francisco. Et c'est vrai que mes amis ne me croient pas quand je leur raconte mon adolescence ou que je leur raconte quand j'étais jeune adulte, parce que moi je suis tombée malade, j'avais 23 ans. Donc j'étais vraiment en pleine découverte de la vie. J'étais quelqu'un d'extrêmement énergétique. J'étais assoiffée d'aventures, de découvertes. J'avais déjà rencontré mon mari à l'époque. Enfin, c'était pas mon mari à l'époque, mais mon mari aujourd'hui, qui était mon copain à l'époque. Et on voyageait énormément. Et tous les deux, on était très aventuriers. Et puis, j'adorais sortir, j'adorais boire, j'adorais manger. Et, euh, et donc, je ne réfléchissais absolument pas à ma santé. Enfin, je veux dire, pour moi, ma santé, c'était j'ai un rhume, je vais voir le médecin. Mais je pensais pas au vrai fondement de la santé, à l'impact de l'alimentation ou de l'alcool. Et donc, je croquais la vie à pleines dents. Je regrette rien. C'était génial. Mais j'allais à McDo 3 fois par semaine. Je, je mangeais du riz cantonné et des nems 2 fois par semaine. Enfin voilà, c'était vraiment une toute autre approche. Et j'ai grandi dans une famille très allopathique.
Personne n'est médecin dans ma famille, mais ma mère est- a beaucoup de connaissances là-dedans et on a réellement une pharmacie dans notre maison avec, on pourrait stocker une pharmacie hein, chez ma mère. Donc, c'était un petit peu l'approche. Voilà, dès que j'avais un tout petit truc, un petit bobo, un petit machin, hop, un médoc, on n'en parle plus. On réfléchit pas à la cause, à le pourquoi, on réfléchit pas au terrain. On n'a pas cette approche d'optimisation du système immunitaire, de rien du tout. Hmm. Ouais, c'est Et, intéressant. et puis d'un coup, du jour au lendemain, je suis tombée malade. Et quand je dis tombée malade, c'est-à-dire que j'avais des douleurs dans le bas du dos, au niveau des sacroiliaques, qui étaient assez fortes pour que j'ai du mal à sortir de mon lit, mais je suis quand même allée au travail. J'étais en stage de fin d'études à l'époque, en marketing. Et donc, au fur et à mesure de la semaine, mes douleurs s'accentuaient et je pouvais juste plus m'asseoir. Je pouvais même pas m'asseoir devant mon ordinateur. Je pouvais à peine marcher, à peine conduire. Donc je me bourrais de tous les anti-inflammatoires et antidouleurs que je trouvais. Et en fait, c'en est arrivé à un point où je marchais comme un pingouin. Je pouvais à peine mettre un pied devant l'autre et donc j'ai dû arrêter mon travail, me mettre en arrêt maladie au bout de quelques semaines. Hmm. Et du coup, mais c'est donc là, ça a mis combien de temps pour que tu aies un diagnostic? Alors pour moi, ça a été relativement rapide dans le sens où la moyenne, c'est entre 4 et 5 ans pour avoir un diagnostic des maladies auto-immunes. Donc moi, j'ai mis 6 mois. Mais Oui. ces 6 mois qui m'ont paru interminables, sachant que tout était bon, tous mes résultats sanguins, mes marqueurs inflammatoires, ma CRP, elle revenait tout à fait normale. Tout était normal, entre guillemets. Mes IRM, il n'y avait pas de lésions. Ce qui est logique au final, puisque si c'est une première poussée, il va pas y avoir de lésion. Hmm. Donc voilà, j'avais rien sur quoi me baser, me fonder. J'allais voir mon médecin généraliste 3 fois par semaine pour lui dire il faut changer d'anti-inflammatoire, ça marche pas, donnez-moi plus, donnez-moi plus. J'ai fini par être hospitalisée, où là ils m'ont mis sous morphine. Mais même ça, c'était pas, j'étais un légume, mais j'avais pas de douleur et ma vie était, pour moi, ma vie était foutue. Et donc, à 6 mois, j'ai changé plusieurs fois de rhumatologue et moi, j'étais persuadée que j'avais une spondylarthrite parce que ma mère venait pendant ces 6 mois, je sais plus exactement quand, mais elle a eu son diagnostic de spondylarthrite pendant ces 6 mois-là. Et c'est ce qui m'a un D'accord, ta peu. mère aussi. Ok. Oui, mais ma mère, elle souffre depuis 30 ans. Pas de la même manière que moi, c'était pas d'un coup et très violent, ça a été graduel, mais donc elle avance dans la vie avec des douleurs constantes. Donc elle serre les dents et elle s'est toujours dit, bah maman, elle est toute cassée. Elle m'a toujours dit ça, maman, elle est toute cassée. Elle a le corps d'une femme de 80 ans. Et elle l'acceptait comme ça. Et elle avait Hmm. un diagnostic de fibromyalgie, mais rien de plus. Et donc à ce moment-là, elle a eu son diagnostic de spondie. Et donc moi, je me renseignais et je me disais, mais c'est ça, j'ai ça, j'ai ça. Alors certes, j'étais pas ankylosée le matin. Moi, mes douleurs s'accentuaient au fur et à mesure de la journée. Mais au final, il n'y a pas qu'un seul type. Il y a pas un cas classique en finale de spondylarthrite, j'ai réalisé. Hmm. Et donc j'ai insisté pour faire cette scintigraphie osseuse. Et c'est grâce à ce test de scintigraphie osseuse que j'ai eu mon diagnostic, plus cumulé avec le HLA-B27 qui était positif. J'ai eu mon diagnostic et j'ai commencé tout de suite les biothérapies. Ah oui, toi, tu as entamé ok, un parcours avec des biothérapies. Tout Ça a de duré, suite. ça a duré combien de temps? J'ai été sous biothérapie pendant 2 ans et demi en tout. D'accord, Et ok. en fait, le temps, parce que moi, j'avais quand on m'a diagnostiqué, j'étais toujours dans un mindset très allopathique, très, on va me donner un médicament, ça va régler mon problème et tout va aller mieux. Hmm. Sauf qu'au bout de 3 mois, j'étais sous Symphonie. Au bout de 3 mois de Symphonie, on m'a dit oui, ça va mettre quelques mois pour se mettre en place. Moi, au bout de 3 mois, j'avais absolument rien. Mes douleurs étaient les mêmes. J'avais peut-être récupéré, allez, moins de 5% de mon périmètre de marche, mais je veux dire, j'étais
complètement dépendante. J'avais arrêté les anti-inflammatoires, ce qui fonctionnait pas, mais j'étais complètement dépendante de Codoliprane tout au long de la journée, cumulée avec aussi des opioïdes de l'amaline. Donc j'étais shootée aux antidouleurs. Et à ce moment-là, on a déménagé aux États-Unis. Ouais, Et ça a été la là, porte de sortie. Hmm. voilà, c'était la porte de sortie. Et c'est là que j'ai trouvé cette autre vision et approche, et c'est toutes ces connaissances autour des maladies auto-immunes. Et c'est là que j'ai commencé à changer mon alimentation. Bon, j'ai pas tout fait toute seule, hein. J'ai trouvé un médecin fonctionnel et j'ai été suivie par un médecin aussi. On a fait beaucoup de tests, comprendre ce qui se passait au niveau santé intestinale, si j'avais d'autres causes profondes comme une toxicité aux métaux lourds, aux mycotoxines. Voilà, on a vraiment fait un bilan nutritionnel aussi, beaucoup de différents tests. Ça coûte très Hmm. très très cher aux États-Unis. J'ai mis toutes mes économies, littéralement tout ce que j'avais, et je me suis lancée là-dedans. Ouais, là, c'est gros, gros changement. Gros changement. Mais j'ai continué mes piqûres pendant ce temps-là. Euh, Parce que j'arrivais, voilà, je me disais, j'ai peur de lâcher aussi ce côté-là, c'était ma béquille. Et en fait, j'ai un peu jaugé entre mes changements alimentaires, mes changements de vie. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai vu des vrais résultats. Et ça veut pas dire que tu es obligé de faire l'un ou l'autre. Moi, j'ai fait les deux en même temps. Et mon but ultime, c'était d'arrêter mes piqûres, donc même mon traitement de biothérapie pour pouvoir tomber enceinte et pas me soucier des problèmes potentiels d'effets secondaires. De toute façon, sous Symphonie, on n'a pas le droit de tomber enceinte, mais il me semble qu'il y a d'autres types de biothérapie où on pourrait Oui, potentiellement. oui. Mais moi, ça me rassurait absolument pas. Parce que quand on lit la liste des effets secondaires et qu'on ouvre le petit fascicule qu'il y a dans la petite piqûre, qui fait... c'est une page A3, le truc. Hmm. Voilà, je me disais, moi, mon but, c'est de tomber enceinte, d'être en forme et d'être en assez bonne santé pour pouvoir m'occuper de mes enfants plus tard. Voilà. Et oui, c'était ton pourquoi. C'était vraiment ta raison de Ouais, ton changement. ouais, c'est ça. Hmm. C'est ça. Mais du coup, je reviens un petit peu en arrière. Comment tu as vécu, toi, le diagnostic? Pour moi, le diagnostic, c'était un soulagement. En premier lieu, je me souviens quand j'allais faire mes IRM ou d'autres tests et qu'on me disait, mais mademoiselle, il n'y a rien, vous avez pas de problème. Moi, j'étais en pleurs. Je ressortais là en pleurs parce que je me disais, déjà, on me prend pour une folle, on me prend pas au sérieux. Et je leur disais, mais je souffre le martyre, il faut faire quelque chose, ce n'est pas possible que je n'ai rien. Et enfin, quelqu'un m'a donné cette validation. Il m'a dit, c'est pas dans votre tête, parce que le nombre de médecins aussi qui disent, c'est dans votre tête, c'est le stress, c'est Hmm, machin. hmm, hmm, hmm. Ça, il faut vraiment arrêter de dire ça aux patients, parce que ça fait plus de mal que de bien. Et, euh, et donc, pour moi, oui, c'était un vrai soulagement. Alors ensuite, quand on m'a expliqué un petit peu ce que ça voulait dire d'avoir cette maladie, que c'était une maladie à vie, qui était évolutive, potentiellement je finissais en fauteuil roulant, euh, j'allais avoir des phases dans ma vie où peut-être j'allais aller mieux, et puis d'autres où j'allais être clouée au lit. Bon, voilà, c'était pas rigolo. Et si je suis sous traitement, je ne peux pas tomber enceinte. Ça, c'était un sacré choc. Hmm. Et j'ai eu une bonne période de deuil où j'étais vraiment coupée du monde, coupée de mes amis, coupée de ma vie d'avant, où j'ai dû faire un deuil total sur. Je me rappelle un jour, mes potes, ils avaient organisé une journée au parc Astérix et je pouvais pas y aller, évidemment. Et je sais pas pourquoi je me rappelle encore ça m'avait énormément affectée et je me disais, mais en fait, je vais jamais pouvoir faire ça. Qu'est-ce que je vais faire? Mes enfants, à l'âge de 10 12 ans, ils vont avoir envie d'aller au parc Astérix, mais je vais juste les accompagner et les regarder et potentiellement être en fauteuil roulant. C'était,
C'était très triste. Donc c'était une vraie ouais, soulagement, mais en même temps, ça m'a lancée dans une vraie période de deuil, à accepter que ça allait être ma vie. Oui, au début, il y avait un soulagement et après, ça a été la douche froide. Ouais, c'est ça. Donc là, quand tu arrives aux États-Unis, tu as réalisé qu'en réalité, le tableau pouvait être beaucoup plus joli, positif, Mhm, optimiste, on va dire. mhm, Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as mis en place? Alors, au début, tu m'as dit que tu avais été suivie. Est-ce qu'il mhm. y a d'autres choses que tu as mis en place? Oui, alors je me suis vraiment, enfin j'ai complètement fait confiance à ce médecin fonctionnel qui s'appelle Dr. Osborne, si jamais ça intéresse des personnes. Il a écrit un livre très intéressant qui est malheureusement pas traduit en français, mais il s'appelle No Grain, No Pain. Et donc, il parle du gluten et des effets du gluten. Et je lui ai fait confiance entièrement. Après, lui, ça reste un médecin, il fait pas vraiment d'accompagnement. Donc, on faisait des grosses consultes, on faisait plein de tests. C'était beaucoup de choses à gérer. Il faut être bien soutenu. Heureusement que j'avais mon copain qui était vraiment mon pilier, qui m'a énormément soutenue parce que déjà on est épuisé, on est fatigué de la douleur, on n'a pas le cerveau qui travaille correctement et on se sent complètement surpassé par tout. Donc j'ai fait ça mais il faut quand même voilà avoir une certaine indépendance et comment on dit euh, un feu en soi. Enfin ça se dit pas en français mais d'avoir vraiment cette motivation innée. Et donc moi, je me suis dit, mais je vais m'en sortir. Je lisais tous ces témoignages et toutes ces personnes qui s'en étaient sorties. Alors, certaines en 6 mois, certaines en 5 ans. Mais je me disais, ça va être moi. Et je vais m'en sortir. Et je vais tomber enceinte. Et je vais être heureuse. Et je vais avoir une vie épanouie. Et je vais pouvoir voyager à nouveau et porter mon enfant et tout ça. Et donc, j'étais persuadée de ça. Et donc, à côté, j'ai beaucoup travaillé sur mon mental, sur la visualisation de ces choses-là et sur mon alimentation. Ça, mon médecin, il m'avait donné des grandes lignes, mais j'ai trouvé le protocole auto-immune qui s'appelle AIP en anglais, Autoimmune Protocol, donc protocole auto-immune. Et c'est un petit peu comme les travaux, enfin, faut voir ça comme les travaux du docteur Senialé avec 30 ans de plus d'expertise, avec 30 ans de plus d'analyse, d'études scientifiques autour de l'analyse de chaque nutriment, chaque aliment et son impact sur le système immunitaire, son impact sur l'intestin poreux, parce que depuis, on a bien compris qu'il y a un lien direct entre l'intestin poreux, leaky gut en anglais, et les maladies auto-immunes. Mm. Et donc je me suis plongée là-dedans et j'ai suivi ce régime à la lettre, qui est un régime assez restrictif. La première phase de ce protocole est très restrictif, mais je l'ai suivi pendant 6 mois avant de réintroduire certains aliments petit à petit. D'accord. Et aujourd'hui, tu Voilà. suis toujours ce protocole, on va dire, un peu plus allégé? Alors oui, je suis une version de ce protocole. Le but, c'est de vraiment de faire cette phase d'élimination en premier lieu. Bon, à chacun son temps. Officiellement, ils disent entre 30 et 90 jours, mais en réalité, je connais personne qui les fait aussi peu de temps. Et le but, en fait, c'est déjà d'aller mieux, de donner une vraie pause à son système digestif et son système immunitaire, qui est d'éliminer tous les stimuli possibles et de rajouter au fur et à mesure des aliments et de tester. Donc, c'est ce que Mhm. j'ai fait. Et à la fin, on trouve son régime à soi. On trouve son alimentation qui nous convient à nous et qui va être complètement différente de celle que toi tu suis, d'une autre personne avec une autre spondie. Mm, mm, Et mm. donc aujourd'hui, c'est vrai que j'ai quand même un régime assez restrictif toujours, dans le sens où je mange aucune céréale. Ça va m'arriver de manger de l'avoine de temps en temps, D'accord. euh, mais je mange toujours aucune céréale. Je mange plus de produits laitiers, parfois du fromage de chèvre à base de lait de chèvre. Je me l'autorise de temps en temps aussi. Mais c'est un peu les grandes lignes, le soja, les céréales, les produits laitiers et les solanacées, qui sont tomates, poivrons,
pommes de terre, aubergines. Je mange que les pommes de terre dans les solanacées. Mais bon, voilà, c'est juste, j'ai déterminé un petit peu ce qui me convient et donc j'entretiens, moi, ma rémission grâce à ça. Et j'ai trouvé, au final, je mange plein de choses. À chaque fois, les gens ils me disent, mais qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu manges? Mais plein de choses, je mange tous les légumes. Moi, je me fais un plaisir fou à avoir des assiettes magnifiquement colorées. Et je me fais plein de légumes cuits, crus, des salades avec de la viande, du poisson de qualité. Et j'intègre ça avec plein de bonnes choses comme du bouillon d'os, comme du foie de morue, des algues, voilà, des aliments qui sont un peu des bombes nutritionnelles et je me fais plaisir comme ça. C'est vraiment intéressant parce que nos parcours sont différents. On n'a pas forcément mis les mêmes choses en place. Et Non. pourtant, le résultat aujourd'hui, et c'est ce que tu dis, hein, c'est on n'a pas le même métabolisme, on n'a pas les mêmes. De toute manière, on n'a pas été toutes et tous fabriqués dans le même moule. Donc ça, c'est intéressant parce que on va pas forcément avoir les mêmes recommandations. Il y a toujours, oui, un fil rouge pour les Mhm, maladies auto-immunes, mais après, on fait aussi en fonction du métabolisme de la personne. Et ce qui est mhm, intéressant aussi, c'est d'aller plus loin après en fonction du système nerveux aussi de la personne, de tout ce qu'elle a pu vivre, enfin en tout cas vivre en termes de trauma. Il y a tellement de mhm. choses à prendre en compte dans une personne Bien et, sûr. et c'est ça qui est assez, c'est riche, hein, c'est tellement Mhm. intéressant. Donc toi, ça a vraiment été le pilier alimentation et puis Alors, le pilier mental aussi, comme tu disais, aussi ouais, en fait, ouais, j'ai commencé par le pilier alimentation et Ouais. cette détermination, mais j'ai commencé par le pilier alimentation et je suis arrivée et j'étais toujours à New York à l'époque. J'ai réussi à reprendre le travail au bout d'un moment, donc j'ai réussi à reprendre ma vie. Je suis restée, genre, oh là là, j'ai plus les timelines exactes, mais à peu près, oui, c'est ça, 2 ans. En 2 ans, j'étais, on va dire, à 70% de ma capacité de marche. Donc j'étais plutôt au top. Je dépendais toujours un petit peu de Codoliprane par-ci par-là, de temps en temps. Mm. Surtout quand je savais qu'on allait avoir beaucoup de marche ou qu'on sortait le soir. C'est vrai que dans Manhattan, bon, bah, on marche pas mal. Et là, on a déménagé à San Francisco. Et en l'espace de 4 mois, j'ai réussi à accomplir mes 100%. Je suis passée de, bon, enfin, c'est pas une science exacte, hein, 70%, mais en gros, voilà, je suis passée vraiment de 70 à 100% en 4 mois. Et pourquoi? Parce que aux États-Unis, à San Francisco, j'ai débloqué la composante santé mentale du système nerveux. En fait, je suis tombée dans ce monde de hippie qui paraît un stéréotype, mais c'est un peu le cas. Et j'ai commencé à faire des exercices. Donc j'allais dans un temple bouddhiste avec un monsieur indien avec les cheveux longs qui tombait jusqu'en bas. Il nous faisait faire des exercices de respiration. Donc je faisais ça 2 fois par semaine. J'allais faire du qigong dans ce temple bouddhiste aussi avec une dame. Euh, j'ai commencé à faire du yoga. J'ai commencé à faire de la méditation. Et en fait, je me suis plongée dans tout ce monde-là. Et même l'entourage aussi n'était pas le même et le rythme de vie n'était pas le même. Et ça a eu un impact incroyable sur moi. Et je pense que j'aurais jamais pu, avec l'alimentation seule, réussir à arrêter mes piqûres, 4 mois plus tard, après notre déménagement, à San Francisco. Ouais, c'est super inspirant. C'est fascinant parce que je le vois, tu vois, en accompagnement, les personnes sont souvent sur, en tout cas, mettent leur focus sur l'alimentation uniquement. Mhm, mhm. Or, comme tu le dis, on ne peut pas arriver au 100% si on prend pas, si on prend pas en fait l'ensemble des pièces du puzzle. Exactement. Donc, c'est ça qui est vraiment pour moi la clé et aussi pour toi, c'est de se prendre en charge de manière holistique, de manière globale. Mhm.
Bah oui, et c'est vrai que moi j'aime bien aussi l'approche que tu as et que tu te focalises presque plus ou alors tu donnes autant d'importance à ces deux piliers. Et le fait que aussi que tu fasses de l'EFT, je ne l'ai pas mentionné, mais moi j'ai découvert l'EFT aussi une fois que j'ai déménagé à San Francisco et ça m'a sauvée. C'était incroyable, je le faisais tous les jours, ça prenait 5 minutes et ça a été vraiment une belle découverte, les séances de FT. Oui, c'est très libérateur, émotionnellement. Ça fait Mm. vraiment un bien fou. J'adore. Ouais, Et selon toi, parce que bon, là, quand on t'écoute, ça a l'air quand même un peu facile quand tu es arrivé du coup aux États-Unis. ouais, On a l'impression qu'il y a eu plein de portes ouvertes, mais il y a eu quand même des défis. Tu as rencontré sur ce chemin de la rémission quand même des défis, non? bien sûr. Alors, moi, ma rémission, bon, chaque chemin vers la santé est différent. Il y a toujours des hauts et des bas. J'ai l'impression que pour moi, c'était relativement linéaire. Donc, je suis chanceuse, donc j'ai pas eu de grosses rechutes. Voilà, c'était linéaire. Peut-être parce que j'ai continué mon traitement de biothérapie en même temps, de faire tous ces changements. Par contre, j'ai mis du temps avant de voir les changements. C'est vrai que il y a des personnes qui voient des réels changements dès les premières semaines. Moi, j'ai pas vu ça tout de suite. Et donc, il fallait garder espoir. Il fallait vraiment garder ça en tête que c'était une possibilité. Mais je crois que ça avait mis 2 mois, peut-être 3 mois avant de me dire, ah, ok, là, ça marche vraiment. Hmm. Donc, il y avait ça. Et puis, de se lancer dans un protocole pareil et dans des changements pareils, c'est pas facile pour la vie sociale. Alors, j'ai envie de te dire, de toute façon, j'avais pas de vie avant. Donc, quand j'étais malade, voilà, même si on a nos amis qu'on aime, voilà, ils viennent nous rendre visite une fois, c'est pas l'éclate de venir voir Laurane allongée dans son lit, Ouais. qui est à moitié en train de pleurer. Donc, voilà, c'était pas non plus très grave, mais c'est vrai que je ressentais quand même beaucoup de challenges au quotidien dans le sens où je pouvais pas aller au restaurant, je pouvais pas suivre mes amis quand ils voulaient aller dans un parc, se balader, faire un truc. Euh, C'était compliqué. Donc quand je commençais à aller mieux, je me disais trop bien, allez, je vais les rejoindre, mais j'étais toujours celle qui était derrière le groupe. Mais quand je dis derrière le groupe, j'étais 10 mètres derrière, et ça m'est arrivé de devoir crier et qui m'oublient, tu vois, qu'ils oublient que je sois là et de devoir dire, hé les gars, est-ce qu'on peut ralentir, s'il vous plaît? Hmm. Et de voir, je sais que c'était pas contre moi, mais de les voir un peu soupirer, tu vois, et dire, ah, ouais, c'est vrai, pardon. Et je me disais, c'est dur d'être le boulet, en fait, de tout le monde. C'était, il y a eu plutôt ce genre de challenge-là, Oui, plutôt que des rechutes, symptomatiques. oui, c'est ça. C'est plus au niveau social que ça a été Voilà. vraiment difficile pour toi. Ouais. Et puis c'est du travail. C'est beaucoup de travail. Ouais. Donc bon, bah au début je travaillais pas, donc j'avais le temps, mais c'est beaucoup d'efforts mental, d'efforts physiques, de réfléchir à qu'est-ce que je vais manger. Et puis faut pas se dire ok j'arrête de manger du coup. Faut pas tomber dans ce piège non plus. Donc voilà, c'est vrai que c'est un effort quand même. Oui, c'est pas du tout cuit. Enfin, il faut quand même du courage, de la détermination, de la persévérance quand on va en tout cas sur ce chemin, Ouais. parce que ça demande vraiment, c'est pas du tout facile. Il y a vraiment des défis sur ce parcours. On se retrouve souvent isolé. Les Mm, mm. personnes ne nous comprennent pas. Euh, Ils se posent souvent la question, mais pourquoi tu ne vas pas plutôt sur l'autre chemin allopathique qui est beaucoup plus simple à suivre que le chemin en fait que tu suis là aujourd'hui où il y a quand même beaucoup de contraintes selon Bah eux. oui. Et donc, il y a beaucoup d'excuses ou de moments où on pourrait se dire, bon, écoute, j'arrête là, je C'est jette ça. l'éponge. Et d'où l'importance d'avoir un coach, parce que moi, je dis, j'ai été suivie, mais
encore une fois, je le voyais, mon médecin, tous les 4 ou 6, entre 4 et 6 mois. Ouais. Donc, c'était pas un vrai suivi comme là, ce que toi et moi, on propose. Moi, les personnes que je suis, je les vois toutes les 2 semaines. Parce que justement, il faut parfois les aider à les remettre sur le droit chemin ou les garder sur le droit chemin, les recadrer un petit peu. Et puis déjà, ils ont plein de questions. Et c'est important, je pense, d'avoir quelqu'un qui te tient la main Mm. pendant ce processus et que tu sois pas seul. Oui, je suis entièrement d'accord. Il y a beaucoup de bas, en fait, sur ce chemin. Et, et on a besoin d'être accompagné, d'être épaulé. Mhm. Parce qu'on peut se poser des questions si ça marche vraiment, si on va s'en sortir. Il y a beaucoup, beaucoup d'interrogations. C'est parfois la lumière, elle est vraiment loin, quoi. C'est Bah oui. difficile et entre chacun n'a pas forcément le même temps en tout cas d'effet, c'est ce que tu disais, de Mhm. résultats. Donc ça Mhm. peut être très frustrant pour des personnes. Et ça, c'est vraiment, enfin, pour moi, c'est aussi hyper important de pouvoir être accompagné pour mieux se connaître, pour aller plus vite et plus loin. Mhm. Il y a Exactement. tellement une masse d'informations aujourd'hui qu'on peut s'y perdre. Et puis, est-ce qu'on se Mhm. connaît vraiment? Je crois pas, en fait. Enfin, selon mon point de vue, il faut d'abord qu'on nous montre un petit peu plus qui on est, nous montrer, enfin, si tu veux mettre de la lumière sur des parts de notre être qu'on parfois on veut pas voir, où on se met souvent des œillères donc sur certains plans. Et je trouve que c'est vraiment important et intéressant que quelqu'un nous montre ces parts de nous euh, Mhm. qu'on oublie parfois ou qu'on ne veut pas voir. Donc ça, pour moi, c'est vraiment important et je sais que pour toi aussi. Est-ce que tu aurais des messages ou des conseils spécifiques que tu aimerais partager avec les personnes qui nous écoutent et qui peuvent justement vivre, cohabiter avec cette spondie? Bah, je pense que c'est dans la même lignée de ce qu'on vient de dire, c'est de ne pas se lancer seul et de se construire sa communauté autour de nos besoins, donc là, autour de cette pathologie. Et cette communauté, elle peut être très vaste, ça peut ressembler à la famille proche, donc avoir des vraies conversations, expliquer, même de se livrer simplement, de parler de ses peurs, de parler des challenges que cette personne va avoir au quotidien avec la famille proche, avec les amis proches, mais aussi de parler de ses buts de santé et comment il veut en arriver là pour avoir un meilleur soutien. Et peut-être que ça peut ressembler à votre oncle, votre tante, votre cousin qui vous amène un repas tous les mercredis soirs. Vous vous mettez d'accord sur la recette en amont et ça vous permet d'avoir un soir au moins où vous savez que vous avez un bon repas qui est préparé en fonction de vos intolérances ou de vos besoins et qui est fait maison. Voilà, ça peut ressembler à ça, mais c'est aussi de construire sa communauté, son équipe professionnelle autour de soi. Mm. Et donc de se faire suivre, d'avoir donc un coach de santé, naturopathe ou nutrithérapeute qui soit spécialisé là-dedans, dans les maladies auto-immunes. C'est quand même une spécialisation qui est un petit peu différente. Alors, il y a pas de formation officielle en France hein, pour ça, mais rien que de par déjà nos vécus à nous, moi aux États-Unis, j'ai une formation américaine pour ça, qui j'espère arrivera en France bientôt. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir cette personne qui ait ses connaissances. Et ensuite, est-ce que c'est aussi de la sophrologie et quelqu'un, vous allez faire un cours de, voilà, vous trouvez un cours de Qigong pas loin de chez vous, dans votre quartier. Et il faut se la construire. Et une fois qu'on l'a, cette communauté, on est capable de tout. Et on peut partager, on peut recevoir, voilà. Mais je pense que c'est la première chose, de pas avancer seul. Complètement. Déjà que c'est une maladie qui est invisible,
Mm. on s'isole facilement, on se coupe du monde parce que les personnes ne comprennent pas ce qu'on peut vivre. Ouais, Donc, c'est vraiment ce que tu dis, important de se faire son, voilà, son panel de thérapeutes ouais, pour justement aller régulièrement, en tout cas, les visiter et être guidé. Et puis aussi, enfin, je sais que c'est rare, je ne sais pas si c'est le cas aux États-Unis, mais d'aller vers vraiment des communautés positives. ouais, Aujourd'hui, il y a beaucoup de forums qui sont un peu trop dans le Dramaland, le Caliméroland, ce que vous voulez. Et je trouve que ça vibre vraiment bas. Donc, c'est important ouais. d'aller sur des communautés de personnes qui veulent s'en sortir. Et moi, j'aurais adoré trouver ce type de communauté. Je l'ai créée aujourd'hui, elle est sur Facebook. Mhm. Elle s'appelle Spondylarthrite ankylosante devenez plus forte que la maladie. Mais c'est vrai que c'est rare. Je ne sais pas si c'est le cas aux États-Unis, si tu trouves des communautés comme ça un peu positives. Oui, moi je trouve que la communauté du protocole auto-immune est une communauté très positive, mais c'est vrai que je suis dans des groupes Facebook aussi de spondylarthrite ankylosante et en France et aux États-Unis. Et comme tu dis, ça vibre très bas. Et Mm, c'est vrai que c'est... Mais bon, parfois les gens, ils ont aussi besoin de se lâcher, de partager, mais c'est beaucoup de personnes qui viennent se plaindre, mais qui cherchent pas forcément à ce qu'on les aide ou de recevoir de l'aide ou des conseils. Et puis, le souci aussi avec tout ça, c'est que c'est des groupes libres où n'importe qui peut conseiller n'importe quoi. Et donc, on se retrouve avec des conseils qui potentiellement pourraient être dangereux ou complètement inefficaces. Et ça m'est arrivé de moi aussi commenter, d'essayer de rediriger un petit peu et de dire, vous savez, ça a été en plus, moi je suis enfin, je réfléchis d'abord d'un point de vue preuve scientifique, donc je suis vraiment dans le défrichage, je passe ma vie sur PubMed à regarder les dernières études et dans le défrichage et la compréhension de qu'est-ce qui a fonctionné. Alors on peut pas uniquement se fier aux études, hein, la vie nous en apprend mm. beaucoup plus. Mais c'est important aussi de se focaliser sur ça, enfin de se baser sur ça un petit peu. Et donc quand voilà, je vois des recos un peu farfelus, je me dis, ah, il faudrait qu'il y ait un médiateur là, dans ce groupe. Oui, c'est le risque quand on rejoint ce Mm. type de groupe. Je suis d'accord. Ouais, ouais. Est-ce que tu as une ressource à recommander aux personnes qui nous écoutent? Ça peut être un livre, ça peut être un site, un blog, tout ce que tu veux. Alors oui, alors déjà ton magnifique livre, on va en parler d'ailleurs. Donc, enfin moi j'ai une autre ressource qui s'appelle Bien-être auto-immune. Donc c'est le site que j'ai développé, qui est un site de ressources gratuites autour de cette approche naturelle, intégrative et fonctionnelle. Mon but c'est de garder ça un maximum gratuit. C'est vraiment un projet. Je travaille dessus de manière bénévole et c'est mon projet un peu bébé. Euh, et dans une newsletter qu'on a prévue là pour les mois qui suivent, on va commencer notre liste de lecture ou nos livres préférés du moment. Et tu es dans notre liste. Ah, Mais, génial, merci. mais donc voilà, j'invite les gens aussi à se rendre sur Bien-être auto-immune. On fait des webinaires tous les mois sur des topics dont toi d'ailleurs tu as participé à un webinaire sur Oui. des topics très variés qui sont toujours autour de la santé fonctionnelle, de la compréhension vraiment de la cause et de la source des maladies auto-immunes et comment améliorer votre santé de manière naturelle. Donc ça en premier lieu. Après, un autre livre un peu costaud à lire, mais c'est le livre de Dr. Sarah Ballantyne sur le protocole auto-immune. Et il est costaud parce qu'elle rentre dans des explications assez scientifiques du fonctionnement du système immunitaire. On n'est pas obligé de lire ce chapitre-là. On peut skipper cette partie-là, mais elle va expliquer un petit peu le pourquoi du comment certains aliments peuvent avoir un impact sur notre santé immunitaire et intestinale. Elle explique tout le fonctionnement de l'intestin poreux,
que toute personne avec une maladie auto-immune active a un intestin poreux et les approches, voilà. Donc, je conseille aussi son livre et il s'appelle, je l'ai là, Santé. Je vais vous le montrer pour les personnes qui Ah, regarderont super. la vidéo, mais c'est Objectif santé immunitaire, le protocole paléo, qui est la même chose que le protocole auto-immune, hein. Et elle D'accord, appelle ça ok. le protocole paléo. C'est un sacré bouquin. Oui, ça a l'air. Donc il faut s'accrocher un petit peu, mais c'est ma Bible. Moi j'ai la version américaine qui est un petit peu plus ludique, avec plus d'images. Comment on peut te contacter? Comment on peut me contacter? Oui, sur mon site internet lauranutrition.com. Là, vous pouvez m'envoyer un message via ma fiche de contact. Sinon, sur Instagram, laurane.nutrition. Parfait. Voilà. Bah, Vous pouvez écoute. aussi contacter via Bien-être auto-immune, hein, contact@bien-être-auto-immune.com si vous le souhaitez. Bah, merci beaucoup, Laurane, pour tout ce que tu as partagé. C'était vraiment riche et je pense que ça va donner beaucoup d'optimisme, d'espoir pour toutes les personnes qui cohabitent avec une spondie. En tout cas, j'espère. Mhm. C'est l'objectif de ce podcast. Merci beaucoup. Bah, merci à toi. Merci pour tout le travail que tu fais pour cette communauté aussi. Et je sais que un jour, on travaillera ensemble, on fera quelque chose ensemble. Oui, j'en suis persuadée aussi. J'en suis persuadée. Merci, Laurane. Merci à toi.